Le silence. C'était la première chose qui m'avait frappé ce matin-là. Un silence lourd, presque poisseux, qui semblait s'être infiltré par les fissures des volets bleus de notre villa à Antibes. Vous connaissez cette sensation? Ce moment précis où vous vous réveillez et avant même d'ouvrir les yeux, vous savez que l'air a changé, que l'équilibre de votre vie vient de basculer sans que vous sachiez encore pourquoi. Je suis resté allongé, immobile, fixant le plafond de stuc blanc où la lumière du soleil de 6 heures du matin dessinait des lignes dorées. À côté de moi, la place était vide. Le drap était encore légèrement froissé, gardant une trace de chaleur qui s'évaporait déjà. 10 ans. 10 ans que je me réveillais aux côtés de Chloé. 10 ans que je pensais connaître le rythme de sa respiration, le son de ses rêves. Mais ce matin, le vide dans le lit me paraissait être un gouffre. J'ai tendu la main vers sa table de chevet. Rien. D'habitude, son livre, un roman policier cornélien qu'elle n'arrivait jamais à finir, traînait là, ouvert à la page 112. Il n'était plus là. Son chargeur de téléphone, d'ordinaire enroulé comme un serpent blanc, avait disparu aussi. Je me suis levé. Mes pieds nus ont touché le carrelage en terre cuite, encore frais malgré la chaleur qui commençait déjà à monter sur la côte d'Azur. J'ai marché vers la fenêtre et j'ai poussé les volets. Le bruit a été une agression. Le grincement du fer rouillé par le sel marin a déchiré le calme du quartier. En bas, dans le jardin suspendu, les pins parasols semblaient figés, comme s'ils retenaient eux aussi leur souffle. C'est là que je l'ai vue. Chloé était au bout de la terrasse, près de la balustrade qui surplombait la mer. Elle portait sa nuisette de soie émeraude, celle que je lui avais offerte pour notre anniversaire de rencontre. Elle ne regardait pas l'horizon. Elle ne regardait pas l'écume blanche qui venait mourir sur les rochers noirs. Elle fixait son écran de téléphone avec une intensité qui me glaça le sang. Son visage, éclairé par la lumière bleutée de l'appareil, était tendu. Ses lèvres bougeaient imperceptiblement, comme si elle récitait une prière ou un secret. J'ai fait un pas sur le balcon, prêt à l'appeler, mais elle a soudainement tourné la tête. Ce n'était pas un regard amoureux. Ce n'était pas le regard d'une femme surprise par son mari au petit matin. C'était le regard d'un animal traqué. Ses yeux ont fait un va-et-vient rapide entre moi et son téléphone, avant qu'elle ne le glisse avec une rapidité maladroite sous sa cuisse, s'asseyant sur le muret. « Marc, tu m'as fait peur !» dit-elle d'une voix un peu trop aiguë, un peu trop forcée. « Tu ne dormais pas ?» Elle a essayé de sourire, mais le pli au coin de sa bouche, ce petit pli que je connaissais si bien, trahissait une tension extrême. Elle a passé une main dans ses cheveux blonds, encore emmêlés par le sommeil, mais ses doigts tremblaient. Je l'ai vue. Elle ne pouvait pas le cacher. Le bruit des vagues m'a réveillé. Ai-je menti, en m'approchant d'elle. « Qu'est-ce que tu fais là, si tôt? Il est à peine 6 heures. »« Rien, je n'arrivais pas à dormir. Le café n'est pas encore prêt. Je vais le faire. » Elle s'est levée brusquement. En passant à côté de moi, elle n'a pas cherché mon contact. Pas une main sur l'épaule, pas un baiser sur la joue. Rien qu'un sillage de parfum. Black Opium. Elle n'en mettait jamais le matin. Jamais pour rester à la maison. L'odeur était forte, entêtante, comme pour masquer autre chose. Je suis resté sur la terrasse, seul. L'odeur du café a commencé à flotter dans l'air, mais elle me donnait la nausée. Je me suis approché de l'endroit où elle était assise. J'ai posé ma main sur le muret de pierre. Il était chaud. Et là, coincé dans une aspérité de la pierre, j'ai vu un petit morceau de papier. Un coin arraché. Je l'ai ramassé. Ce n'était rien de spécial, juste un ticket de caisse d'une station-service. Mais la date était celle d'hier soir, à 23h30. Hier soir, Chloé m'avait dit qu'elle allait se coucher tôt à cause d'une migraine. Je l'avais entendue monter, j'avais vu la lumière de la chambre s'éteindre. Où était-elle allée à minuit, alors que j'étais censé dormir sur le canapé devant le film? Je suis rentré dans la cuisine. Elle était de dos,
devant la machine à expresso. Le bruit de la vapeur qui s'échappait ressemblait à un cri étouffé. Elle fredonnait une mélodie que je ne connaissais pas. Une mélodie triste, lente. « Chloé ?» Elle a sursauté, renversant un peu de lait sur le plan de travail en granit. « Oui ? On n'avait plus d'essence dans la voiture ?» Elle s'est figée. Ses épaules sont montées, une micro-réaction de défense. Elle a pris une éponge et a commencé à frotter le lait avec une énergie démesurée. « Pourquoi tu me demandes ça ? J'ai trouvé ce ticket sur la terrasse. » Elle s'est retournée, l'éponge à la main, un sourire factice collé sur le visage. « Ah, ça. Oui, je me suis rendu compte hier soir que j'avais oublié mon chargeur dans la voiture. Je suis descendu et j'ai vu que le réservoir était presque vide. Je me suis dit que ce serait plus simple de le faire tout de suite pour ne pas perdre de temps ce matin pour notre excursion à Nice. Tu dormais si profondément, je n'ai pas voulu te réveiller. » Chaque mot sonnait comme une pièce de monnaie fausse tombant sur le sol. Elle ne faisait jamais le plein. Elle détestait l'odeur de l'essence. Elle me laissait toujours le faire. Et pourquoi emmener le ticket sur la terrasse au lever du soleil ? « C'est gentil, » ai-je répondu, en plongeant mon regard dans le sien. Ses yeux ont fui. Elle a regardé la cafetière, puis la fenêtre. La paranoïa a commencé à ramper le long de ma colonne vertébrale comme un insecte froid. Ce n'était pas seulement le mensonge, c'était l'atmosphère. Cette impression que chaque objet dans cette villa de luxe, des vases en cristal aux rideaux de lin, était devenu un témoin muet d'une trahison en cours. Le petit déjeuner a été un calvaire. Le bruit des tartines grillées, le tintement de la cuillère contre la porcelaine, tout résonnait trop fort. Elle parlait beaucoup. Elle planifiait notre journée avec une précision chirurgicale. Le marché de Nice, le déjeuner sur le cours Saleya, la visite du musée Matisse. C'était trop. Trop de détails, trop de justifications. Elle essayait d'occuper l'espace, de remplir le silence pour m'empêcher de poser la question qui brûlait mes lèvres. Puis, son téléphone a vibré. Il était dans la poche de son short en lin. Elle ne l'avait pas posé sur la table. Vraiment, elle ne le lâchait plus. J'ai vu sa main se crisper sur sa tasse. Elle n'a pas sorti l'appareil. Elle a attendu. Une vibration. 2 vibrations. 3. « Tu ne réponds pas ? C'est sûrement une pub, » a-t-elle balayé d'un revers de main. Mais son visage était devenu blême. Une goutte de sueur a perlé à sa tempe, glissant lentement vers sa mâchoire. Le soleil tapait maintenant de toutes ses forces contre les vitres de la cuisine, transformant la pièce en une serre étouffante. « Je vais prendre une douche, » a-t-elle annoncé en se levant brusquement, laissant sa tartine à moitié mangée. Elle est partie. J'ai entendu ses pas précipités dans l'escalier, puis le bruit que j'attendais, le clic de la porte de la chambre, verrouillée. Je suis resté assis, seul dans la cuisine. Le silence est revenu, mais ce n'était plus le même. C'était le silence avant l'orage. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient légèrement. Je savais. Au fond de moi, je savais que ce voyage pour notre 10e anniversaire n'était pas une célébration. C'était des funérailles. Les funérailles de notre couple. Je me suis levé, sans faire de bruit. J'ai pris mes chaussures. Je n'allais pas attendre qu'elles redescendent avec un nouveau mensonge. J'allais monter. J'allais écouter derrière cette porte. Et ce que j'allais entendre allait changer ma vie pour toujours. J'ai monté les marches une à une, doucement. Chaque pression de mon pied sur le bois de l'escalier me semblait produire un craquement de tonnerre. Pourtant, je savais que j'étais silencieux comme une ombre. Arrivé sur le palier, je me suis arrêté devant la porte de notre chambre. J'ai posé mon front contre le bois verni. Il était frais, mais de l'autre côté, je percevais une activité fébrile. Le bruit de la douche s'est arrêté brusquement. Puis, le silence. Un silence de mort, interrompu seulement par le frottement sourd d'une serviette sur une peau humide. Et enfin, le murmure. « Oui, il se doute de quelque chose. Il a trouvé le ticket. » Sa voix était différente. Ce n'était plus la femme douce que j'avais épousée.
C'était une voix de conspiratrice, basse, pressée, chargée d'une électricité que je ne lui connaissais pas. « Non, ne t'inquiète pas, je gère. Sois au point de rendez-vous à 14 heures, près des falaises, là où on a garé la berline hier. Apporte ce que tu as promis. On n'aura pas de deuxième chance. » Un froid polaire a envahi mes poumons. Ce que tu as promis. Pas de deuxième chance. De quoi parlait-il? J'ai entendu le clic du téléphone qu'on pose sur le marbre de la coiffeuse. Je me suis écarté de la porte, juste au moment où la poignée tournait. J'ai eu à peine le temps de m'engouffrer dans le petit débarras, au bout du couloir. Je l'ai vue sortir. Elle était déjà habillée, une robe légère, fleurie, d'une élégance presque insultante vu la trahison qu'elle préparait. Elle a descendu les escaliers d'un pas léger, presque joyeux. Dès que j'ai entendu la porte d'entrée claquer et le moteur de la Fiat s'ébrouer, j'ai couru vers la fenêtre. Elle partait. Seule. Je n'ai pas hésité. J'ai attrapé les clés du scooter de location que j'avais pris par précaution. Pour les petites courses, avais-je dit. Je suis sorti par la porte de derrière pour qu'elle ne voie pas le mouvement. Le moteur du scooter a démarré dans un grognement étouffé. Je me suis lancé à sa suite, gardant une distance de sécurité, caché par les virages serrés de la route de la Corniche. Le soleil de la Côte d'Azur était devenu mon ennemi. Il tapait sur mon casque, la sueur coulait dans mon dos, mais je ne sentais rien d'autre que ce vide immense dans ma poitrine. La petite voiture blanche de Chloé descendait vers le cap d'Antibes. Elle conduisait vite, trop vite pour quelqu'un qui va simplement faire les boutiques. Elle brûlait les stops, doublée avec une agressivité inhabituelle. Elle a quitté la route principale pour s'engager sur un chemin de terre battu, bordé de murets de pierres sèches et de ronces. Je me suis arrêté, laissant le scooter derrière un bosquet de lauriers. J'ai continué à pied, mon cœur battant la chamade, mes mains moites agrippant mon téléphone pour filmer, pour avoir une preuve, n'importe laquelle. Le chemin débouchait sur un petit parking naturel, une esplanade de terre rouge surplombant la mer Méditerranée. C'était magnifique et terrifiant à la fois. Les vagues se fracassaient contre les rochers 40 mètres plus bas dans un fracas assourdissant. La Fiat était là, et juste à côté, une grosse berline noire aux vitres teintées. Le moteur tournait encore, une fumée légère s'échappant du pot d'échappement. Je me suis tapi derrière un rocher, la peau écorchée par le calcaire tranchant. J'ai retenu mon souffle. La portière de la berline s'est ouverte. Un homme en est sorti, grand, athlétique, vêtu d'un costume sombre qui semblait déplacé sous cette chaleur. Il portait des lunettes de soleil. Il a fait le tour de la voiture et a ouvert la portière pour Chloé. Elle s'est jetée dans ses bras. Ce n'était pas un baiser volé. C'était une étreinte de retrouvailles, longue, passionnée. Une étreinte qui effaçait mes 10 ans de mariage en une seconde. J'ai senti mes yeux piquer, non pas de tristesse, mais d'une rage pure, incandescente. Elle riait. Elle passait ses mains dans le dos de cet homme comme si je n'avais jamais existé. Puis, l'homme s'est écarté. Il a regardé autour de lui, nerveux. Il a ouvert le coffre de la berline noire. Il en a sorti un sac de sport en toile sombre. Il l'a posé sur le capot de la Fiat de Chloé. Chloé a ouvert le sac. Ses yeux se sont agrandis. Elle a passé sa main à l'intérieur et a sorti un paquet entouré de plastique transparent. Même de loin, je n'avais aucun doute. C'était des liasses de billets, beaucoup d'argent, trop d'argent. C'est tout ce que j'ai pu sortir des comptes de Marc sans que les alertes de la banque ne se déclenchent, a dit l'homme. Sa voix, je connaissais cette voix. Elle a résonné dans mon cerveau comme une explosion. C'était Franck, mon frère, mon associé, l'homme avec qui je partageais tout depuis l'enfance. « Et pour le reste ?» a demandé Chloé, sa voix devenue dure comme la pierre. Franck a souri, un sourire de prédateur. Il a fouillé dans la poche de son veston et a sorti un petit objet lourd, métallique. Il l'a posé dans la paume de Chloé. Un revolver. Un 38 spécial, compact, mortel. Le reste, c'est l'assurance vie, Chloé. Tu connais la procédure.
Un accident domestique. Un cambriolage qui tourne mal pendant qu'il est seul à la villa. Je serai au restaurant avec des clients à Nice pour mon alibi. Toi, tu seras celle qui découvre le corps en rentrant des courses. Effondrée, inconsolable. Chloé a regardé l'arme. Elle a passé son index sur le canon. Elle n'a pas frémi. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement hoché la tête. « Il rentre à quelle heure de sa promenade ?» a-t-elle demandé. « Dans 1 heure. Ne rate pas ton coup. S'il reste en vie, on est finis tous les deux. » Ils se sont embrassés une dernière fois. Un baiser de mort. Franck est remonté dans sa berline et a démarré en trombe, soulevant un nuage de poussière rouge. Chloé est restée là, seule sur la falaise, l'arme à la main, regardant l'horizon. Elle semblait peser l'objet, s'habituant à son poids. Puis, elle l'a glissé dans son sac à main, a remonté ses lunettes de soleil sur son nez et est montée dans la Fiat. Elle faisait demi-tour. Elle rentrait à la villa. Elle rentrait pour me tuer. Je suis resté pétrifié derrière mon rocher. Mes jambes ne me portaient plus. L'homme que j'aimais comme un frère et la femme pour qui j'aurais donné ma vie venaient de signer mon arrêt de mort pour de l'argent. L'orage commençait à gronder au loin, sur la mer. Le ciel changeait de couleur, passant d'un bleu éclatant à un gris sale, presque violet. J'avais 1 heure. 1 heure pour décider si je devais fuir, appeler la police ou les attendre pour le dernier acte de cette tragédie. Je suis resté là, le souffle court, les poumons brûlés par l'air salin et la poussière rouge. Le bruit du moteur de la Fiat s'estompait, remplacé par le grondement sourd du tonnerre qui se rapprochait. Je n'avais plus de larmes. La douleur avait été instantanément remplacée par une lucidité glaciale, une sorte de froid intérieur qui me rendait étrangement calme. Je savais ce que je devais faire. Je me suis précipité vers mon scooter. J'ai conduit comme un damné, prenant des risques insensés dans les virages, frôlant les murs de pierre. Je devais arriver à la villa avant elle. Je connaissais un raccourci par les sentiers de chèvres que Chloé n'oserait jamais prendre avec sa petite voiture. Je suis arrivé à la villa essoufflé, trempé non pas par la pluie, mais par une sueur de fièvre. J'ai garé le scooter à 2 rues de là, caché sous une bâche de chantier. Je suis entré dans la maison par la petite porte de la buanderie. L'intérieur de la villa était plongé dans une pénombre inquiétante. Les rideaux de lin flottaient au vent comme des fantômes. J'avais 40 minutes, peut-être moins. Je suis monté dans notre chambre. Tout était exactement comme elle l'avait laissé. Le flacon de parfum Black Opium trônait sur la coiffeuse, un monument à son mensonge. J'ai ouvert le tiroir du bas. J'ai sorti mon propre enregistreur numérique, celui que j'utilisais pour mes notes de travail. Je l'ai dissimulé sous un cadre photo. Notre photo de mariage, prise sur une plage des Maldives, où nous avions l'air si jeunes, si invincibles. Puis, je suis allé dans le salon. J'ai pris une bouteille de whisky, j'en ai versé un peu dans un verre pour me donner une contenance, mais je n'y ai pas touché. Je me suis assis dans le fauteuil à oreilles, celui qui faisait face à la porte d'entrée, mais plongé dans l'ombre portée par le grand vaisselier. Et j'ai attendu. L'orage a éclaté avec une violence inouïe. La pluie s'est mise à marteler le toit de tuiles avec un bruit de mitrailleuse. Les éclairs déchiraient le ciel, illuminant brièvement le salon d'une lumière crue, électrique, avant de le replonger dans le noir. À chaque éclair, je voyais mon reflet dans le miroir en face de moi. Un homme brisé, le regard vide, attendant sa propre exécution. Soudain, le crissement des graviers. Une voiture s'est arrêtée. J'ai entendu le claquement d'une portière, des pas rapides sur le perron, le bruit de la clé dans la serrure. Le clic métallique a résonné dans mon cerveau comme le percuteur d'un fusil. Chloé est entrée. Elle était trempée. Elle a posé son sac à main sur la console de l'entrée. Le sac qui contenait la mort. Elle a enlevé ses chaussures de luxe, les laissant traîner là, négligemment. Elle ne m'avait pas encore vu. Elle a expiré un long soupir, un soupir de soulagement, comme si le plus dur était fait. Elle a pris son téléphone. Elle a tapé un message rapide, sûrement pour Franck. « Je suis là, il n'est pas encore rentré. Je me mets en position. »
Elle s'est dirigée vers l'escalier, mais je me suis raclé la gorge. Un petit bruit sec, presque poli. Elle s'est figée. J'ai vu ses épaules se contracter, sa nuque se raidir. Elle a lentement tourné la tête vers l'ombre où j'étais assis. Un éclair a illuminé la pièce à cet instant précis, révélant mon visage. Elle a étouffé un cri, portant la main à sa bouche. « Marc, mon Dieu, tu m'as fait peur. Pourquoi tu es assis dans le noir ?» Sa voix tremblait, mais elle essayait déjà de reprendre le contrôle. Elle esquissa un pas vers son sac à main, resté sur la console. « Ne bouge pas, Chloé !» ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas. Une voix basse, dénuée de toute émotion. « Reste là où je peux voir tes mains. »« Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es ivre ?» Elle a tenté un rire nerveux, mais ses yeux faisaient des allers-retours frénétiques entre moi et la porte d'entrée. « Le cap d'Antibes est magnifique sous la pluie, n'est-ce pas ?» ai-je continué. « Surtout près des falaises. C'est un bel endroit pour un rendez-vous amoureux, ou pour un transfert de fonds. » Le silence qui a suivi n'était interrompu que par le fracas de l'orage. Le masque de l'épouse dévouée est tombé. Ses traits se sont affaissés, révélant une expression de mépris froid que je n'avais jamais vue en 10 ans. Elle a cessé de faire semblant. Elle s'est redressée, croisant les bras sur sa poitrine. « Alors tu nous as suivis » a-t-elle craché. « Bravo, Marc, le petit détective privé a enfin ouvert les yeux. »« Pourquoi lui, Chloé? Pourquoi mon propre frère ?» Elle a fait un pas en avant, entrant dans le cercle de lumière d'une petite lampe d'appoint que j'ai allumée. « Parce que Franck a ce que tu n'auras jamais, de l'ambition. Toi, tu es content de ta petite vie rangée, de tes petites économies, de ta morale de bon élève. Tu m'ennuies, Marc. Tu m'ennuies depuis le premier jour. Franck, lui, voit grand. Il sait que l'argent ne se gagne pas, il se prend. Et ma vie, elle ne vaut rien pour toi ?» Elle a ricané. Un son sec, sans aucune humanité. « Ta vie est une police d'assurance sur pattes. Tu vaux bien plus mort que vif, crois-moi. On va enfin pouvoir quitter ce pays, changer de nom, vivre la vie qu'on mérite. » Elle a jeté un regard vers la console. Je savais qu'elle pensait au revolver. « N'y pense même pas, » ai-je prévenu en montrant mon téléphone. « Tout ce que tu dis est enregistré et envoyé en direct sur un serveur sécurisé. Si je meurs ce soir, vous finissez tous les deux au trou pour le reste de vos jours. » C'était un mensonge. Je n'avais pas de serveur sécurisé, juste un enregistreur audio standard. Mais le doute a fonctionné. Elle s'est arrêtée net, les sourcils froncés. « Tu es trop lâche pour faire ça, » a-t-elle murmuré. « Tu m'aimes encore, Marc. Je le vois dans tes yeux. Tu ne peux pas me détruire. » Elle a commencé à s'approcher de moi, changeant subitement de tactique. Elle a adouci sa voix. Elle a laissé une larme couler sur sa joue. Elle a posé une main sur mon genou. « Chérie, Franck m'a manipulé. C'est lui qui a tout orchestré. Il a des dettes énormes auprès de gens dangereux. Il m'a menacé. Aide-moi à sortir de là. On peut s'enfuir tous les deux. On peut prendre l'argent qu'il a volé et disparaître. » Elle était incroyable, une actrice née. Si je n'avais pas vu son regard sur la falaise, j'aurais pu y croire. J'aurais pu la prendre dans mes bras et lui pardonner. Mais l'image du revolver dans sa main, pesant sa propre envie de me tuer, était gravée dans ma rétine. J'ai posé ma main sur la sienne. Elle a souri, pensant avoir gagné. « Tu as raison, Chloé », ai-je murmuré à son oreille. « Je ne peux pas te détruire. » Elle a expiré de soulagement. « Mais je ne peux pas non plus te laisser partir, » ai-je ajouté. À cet instant, mon téléphone a vibré sur la table basse. Un appel de Franck. L'écran affichait son nom en lettres capitales. Chloé a voulu attraper l'appareil, mais j'ai été plus rapide. J'ai mis le haut-parleur. « Alors ?» a hurlé la voix de mon frère à travers les parasites de l'orage. « C'est fait? Dis-moi qu'il est froid, Chloé. J'ai les types du syndicat sur le dos. Ils veulent leur garantie. » Chloé est devenue livide. Elle m'a regardée, suppliante. « Réponds-lui, Chloé !» ai-je ordonné,
en lui tendant le téléphone. « Dis-lui que tout s'est passé comme prévu. » Le silence qui a suivi l'ordre que j'ai donné à Chloé était plus assourdissant que le tonnerre au dehors. Elle regardait le téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux, prêt à mordre. Sa main tremblait tellement que l'appareil heurtait ses dents lorsqu'elle l'a porté à son oreille. « Franck » balbutia-t-elle. « Chloé, pourquoi tu mets autant de temps à répondre? Est-ce que Marc est... Est-ce que c'est fini ?» Je lui ai fait un signe de tête impérieux, un ordre muet. « Oui » a-t-elle fini par lâcher dans un souffle, ses yeux rivés sur les miens. « C'est fini, Franck. Tout s'est passé comme tu l'as dit. Un accident dans l'escalier. Il ne s'est rendu compte de rien. » Un rire gras et nerveux a jailli du haut-parleur. Un rire qui m'a fait réaliser que je n'avais jamais vraiment connu mon propre frère. « Parfait, ma petite Chloé, tu es une reine. Je savais que tu aurais les tripes pour le faire. Écoute-moi bien. Ne touche à rien. Laisse-le là où il est tombé. Je quitte Nice maintenant. Je serai là dans 40 minutes pour nettoyer la Seine avant d'appeler les secours. On va être riche, ma belle. Enfin libre. » Il a raccroché. Chloé a laissé tomber le téléphone sur le tapis. Elle s'est effondrée dans le fauteuil en face du mien, le visage caché dans ses mains. La pluie frappait toujours les vitres, mais l'orage semblait s'éloigner, laissant place à une humidité moite et étouffante. « Tu vas nous livrer à la police, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé sans lever les yeux. « Non » ai-je répondu calmement. Elle a levé la tête, l'espoir brillant à nouveau dans ses yeux larmoyants. « Non ? Tu nous pardonnes ?» Je me suis levé. J'ai marché vers la console de l'entrée et j'ai ouvert son sac à main. J'en ai sorti le revolver. Il était froid, lourd, définitif. Je l'ai posé sur la table basse, entre nous deux. « Chloé, tu as dit que Franck avait de l'ambition. Tu as dit que j'étais ennuyeux, prévisible. Tu as raison. J'ai toujours été celui qui suit les règles. Mais aujourd'hui, j'ai compris une chose. Les règles sont faites pour les gens qui ont quelque chose à perdre. Et là, tout de suite, je n'ai plus rien. » Je me suis approché de la fenêtre. Les phares d'une voiture apparaissaient au loin dans l'allée des pins. Franck était en avance. Son impatience allait le perdre. « Franck arrive, » ai-je dit. « Et voici ce qui va se passer. Tu vas prendre cette arme. Tu vas te cacher derrière le rideau du bureau. Quand il entrera, il s'attendra à voir mon cadavre. Il sera vulnérable. » Chloé me fixait, horrifiée. « Tu veux que je le tue? Ton propre frère? » « C'est lui ou vous deux. » ai-je menti avec un sang-froid qui m'effrayait moi-même. « S'il entre et qu'il me voit vivant, il comprendra que tu l'as trahi. Il sait que tu es la seule témoin de son plan. Il n'hésitera pas une seconde à t'éliminer pour sauver sa peau. Il a déjà l'alibi parfait à Nice, n'est-ce pas ?» Le doute s'est instillé dans son esprit. La graine de la paranoïa que j'avais plantée commençait à germer. Elle savait que Franck était un monstre. Elle l'avait choisi pour ça. « Prends l'arme, Chloé. Sauve-toi. » Elle a saisi le revolver d'une main fébrile. Elle s'est glissée derrière les lourds rideaux de velours du bureau, juste à côté de l'entrée. Je me suis allongé sur le sol du salon, dans la pénombre, simulant la position d'un homme tombé d'une hauteur. J'ai fermé les yeux, ralentissant ma respiration au maximum. La porte de la villa s'est ouverte avec fracas. « Chloé, c'est moi !» J'entendais ses pas lourds sur le carrelage. Il respirait fort. Il sentait la cigarette et le luxe bon marché. « Chloé, où es-tu? Putain, il fait noir ici. » Il est entré dans le salon. Je percevais son ombre s'approcher de moi. J'ai entendu un petit sifflement admiratif. « Eh bien, frérot, on dirait que ta chance a fini par tourner. C'est dommage, tu aurais pu avoir une belle retraite. » Il s'est penché sur moi. C'était le moment. « Chloé ?» a-t-il appelé à nouveau. « Sors de là, on n'a pas toute la nuit. »« Elle n'est pas là, Franck, » ai-je murmuré en ouvrant les yeux. Il a sursauté, un cri de terreur pure s'échappant de sa gorge. Il a voulu reculer, mais j'ai attrapé sa cheville et j'ai tiré de toutes mes forces. Il est tombé lourdement, sa tête frappant le coin de la table basse.
Chloé! Maintenant! Ai-je hurlé. Le rideau s'est ouvert. Chloé est apparue, le visage déformé par la haine et la peur. Elle pointait l'arme vers Frank, qui tentait de se redresser, le front en sang. « Chloé, qu'est-ce que tu fais? Pose ça !» a crié Frank, la voix brisée par l'incompréhension. « Il a raison, Frank, » a-t-elle dit d'une voix d'outre-tombe. « Tu allais me tuer aussi, n'est-ce pas? Pour toucher l'assurance tout seul. Mais non, c'est lui qui te ment, c'est Marc. » C'était une cacophonie de mensonges et de trahisons. Ils se déchiraient comme des loups dans une cage. J'ai profité de leur confusion pour reculer vers la porte de la cuisine. « Fais-le, Chloé, » ai-je encouragé. « Finis-en. » Pan. Le bruit a été assourdissant dans la pièce close. L'odeur de la poudre a instantanément envahi l'air. Frank s'est effondré, une tache rouge s'élargissant sur sa chemise blanche. Il a hoqueté une fois, ses yeux fixant le plafond, puis plus rien. Chloé est restée là, le bras tendu, l'arme fumante. Elle tremblait de tout son corps. « Je l'ai fait. Marc, je l'ai fait. On est libre maintenant ?» Je me suis redressé. J'ai pris un linge propre sur la table et j'ai essuyé mes mains, bien que je n'ai pas de sang sur moi. « Libre? Non, Chloé. Tu es libre. Moi, je m'en vais. »« Quoi? De quoi tu parles ?» J'ai sorti mon téléphone de ma poche. « Tu te souviens de l'enregistrement dont je parlais? Cette fois, c'est vrai. J'ai tout filmé depuis le début. Ta confession, ton meurtre de sang-froid. Tout est déjà sur le cloud de mon avocat. » Elle a braqué l'arme vers moi, mais j'ai vu son doigt hésiter. « Si tu me tues, la vidéo est envoyée automatiquement à la police dans 10 minutes. Si tu me laisses partir, je te donne 1 heure d'avance avant d'appeler les secours. » Elle a baissé le revolver, ses épaules s'affaissant. Elle était brisée. Une meurtrière sans but, sans amant, sans argent. « Pourquoi ?» a-t-elle murmuré. « Parce que vous vouliez ma mort financière et physique. J'ai préféré vous donner une mort spirituelle. Tu vas passer le reste de ta vie à fuir, Chloé. Et Frank, eh bien, Frank ne fuira plus jamais. » Je suis sorti de la villa sans un regard en arrière. La pluie s'était arrêtée. L'air de la Côte d'Azur était redevenu doux, presque sucré. J'ai pris le scooter et j'ai conduit vers l'aéroport. Le twist final? Je n'avais jamais annulé l'assurance vie. En fait, j'en avais contracté une deuxième, au nom de Frank, dont j'étais le bénéficiaire en tant qu'associé. En le poussant à se faire tuer par Chloé, je ne me vengeais pas seulement. Je devenais l'homme le plus riche de notre famille. Parfois, pour vaincre les monstres, il faut devenir le pire d'entre eux. 10 ans de mariage, 10 ans de mensonges. Et au final, le silence est revenu sur la Côte d'Azur. Un silence parfait.